L'Institut d'études stratégiques et internationales a l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Beert Wasenberg. J'aimerais préciser en fait que vous êtes professeur en histoire contemporaine des relations internationales à l'Institut d'études politiques de Strasbourg et vous êtes spécialiste justement de la construction européenne. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages consacrés à l'Union européenne. Vous êtes l'autrice de l'histoire du Conseil de l'Europe, l'OTAN et l'Europe, quel lien pour la sécurité et la défense européenne, de la médiation et gestion de crise aux frontières de l'UE, et aussi du Critical Dictionary on Borders, Cross-Borders Cooperation and European Integration. Alors, merci beaucoup, madame, d'avoir accepté notre invitation. Comme je vous ai précisé, l'Institut d'études stratégiques et internationales basé à Strasbourg est un centre de réflexion indépendant consacré à l'analyse des relations transatlantiques et des questions de défense et de sécurité européenne. Notre objectif est de renforcer la coopération européenne et transatlantique, défendre les principes de la démocratie, des droits de l'homme et de la négociation et de la coopération internationale en encourageant justement une coopération, un échange d'idées, une coopération accrue entre les États-Unis et l'Europe. Depuis un moment, notre centre donne la parole aux décideurs en politique, professeurs universitaires, étudiants, représentants des ONG et une journaliste afin de traiter des problématiques stratégiques, diplomatiques et internationales. Alors, comme vous le savez, la guerre en Ukraine entre dans son 28e jour aujourd'hui. Et ma première question pour vous, Madame Wasenberg, avez-vous été surpris de l'invasion russe en Ukraine? Oui, j'ai été surprise par cette invention. Je pensais, en fait, je pensais que Poutine allait s'arrêter aux deux régions qui réclament l'autonomie dans le Donbass. Donc, j'étais très surprise qu'il est allé plus loin que cela. Je ne m'attendais pas à ça. D'accord. Merci beaucoup. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, expliquait justement que la Russie avait violé la Charte des Nations Unies et les principes fondateurs justement de l'ordre européen et international. Il a également expliqué que la guerre russo-ukrainienne aura des conséquences géopolitiques durables et profondes en fait, sur nos vies. Et ma question pour vous aujourd'hui, est-ce que ce genre de discours signifie qu'on est rentré dans une nouvelle guerre froide? Oui, alors beaucoup le disent. Je pense qu'on est effectivement dans des discours de guerre froide, mais il faut être très prudent parce que ce n'est pas la même période que celle de 50 à 90 ou 91, puisque nous avons un troisième acteur très important qui est la Chine, qu'il ne faut pas sous-estimer dans ce jeu. Et donc, je pense que ça rend les choses plus compliquées. Nous avons aussi une autre relation entre l'Union européenne et les États-Unis. Les États-Unis étaient dans la guerre froide beaucoup plus impliqués sur le territoire européen qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et donc, j'ai toujours, en tant qu'historienne, fait toujours très attention avec des comparaisons historiques qui sont anachroniques. Il faut faire souvent, les choses restent quand même dans le contexte historique, il faut dépendre du contexte historique et on n'est plus dans un contexte historique de la guerre froide de 50 à 90. Et donc, il faut, et en plus, ce qui est terrible, parce qu'en plus, on a une Russie qui n'est plus l'Union soviétique, donc la Russie n'a pas du tout le même poids que l'Union soviétique. Et c'est aussi dangereux d'entrer dans des discours de guerre froide parce qu'en fait, ces discours-là, à mon sens, vont faire qu'aggraver la situation qui est effectivement très grave et on ne va pas nier que la Russie a été ou se comporte en agresseur. Mais si vous voulez, déjà là où l'analogie ne marche pas, c'est que la Russie, l'Union soviétique n'a pas fait de guerre pendant la guerre froide en Europe. Les conflits, c'était hors Europe. Et donc, c'est assez dangereux, mais il est vrai que la presse internationale, européenne, parle, parce que ça parle aux personnes. Ils utilisent beaucoup ce terme pour caractériser de nouveau les relations entre l'Ouest et la Russie. D'accord. Quand on regarde aujourd'hui des chaînes en fait, comme Al Mayadeen, Al Jazeera, ils ne parlent pas justement d'une confrontation russo-ukrainienne, mais plutôt une confrontation russo-atlantique. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? La confrontation entre la Russie et l'Alliance Atlantique et l'OTAN? Oui, tout à fait. Oui, alors ça, c'est un discours qui a été forgé par Poutine. C'est Poutine qui identifiait l'Union européenne
et l'OTAN comme ses ennemis. Hein. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il s'est retiré du Conseil de l'Europe. Et ça reprend en fait les mêmes références que l'Union soviétique, qui avait aussi à l'époque classé toutes les organisations euro-atlantiques, mais aussi européennes, y compris le Conseil de l'Europe, dans le camp de l'ennemi. Donc, ce discours-là vient de la part de la Russie et non pas de chez nous, je dis, disons de la part de l'OTAN et de l'Union européenne, qui ont quand même essayé beaucoup, avant le déclenchement de la guerre, de jouer de la diplomatie et de faire des pas envers la Russie. Donc, c'est clairement une classification qui vient de la part de Vladimir Poutine. Effectivement, d'accord. En fait, en visant une base militaire à proximité de la Pologne, Poutine cherche-t-il en fait à une confrontation avec l'Alliance Atlantique? Et est-ce que le risque, par exemple, d'un embrassement au-delà des frontières de l'Ukraine est-il probable dans les semaines à venir si le conflit ne cesse pas rapidement? Alors, il est clair que ça fait peur parce que je pense pas vraiment par affrontement volontaire, mais il pourrait y avoir un missile qui se perd, quelque chose d'involontaire, que si ça frappe le sol de la Pologne, on pourrait vraiment avoir un problème. Donc, c'est dangereux ce jeu-là, mais je pense que Poutine ne veut pas directement affronter l'OTAN, mais il veut montrer sa force parce qu'il est en fait, je pense qu'il s'est quand même beaucoup trompé dans cette guerre qui pensait être rapide et victorieuse très vite. Et donc là, comme les conflits s'enlisent et il est en position pas tout à fait de force, il essaye de montrer ses muscles et aussi vis-à-vis de l'OTAN, peut-être pour les dissuader de fournir encore plus d'armes à l'Ukraine et de s'impliquer activement dans la guerre. D'accord, merci beaucoup. Vous qui êtes spécialiste en fait justement de l'Europe et de l'Union européenne, comment réagirait par exemple, je sais que ma question elle est difficile, mais comment réagirait en fait l'Union européenne si l'un de ces pays, par exemple non membre de l'OTAN, comme la Finlande par exemple, devrait être agressé ou envahi? Alors, vous savez, aujourd'hui, je viens de cours là et j'ai un cours optionnel Europe dans les relations internationales et je leur ai posé un scénario où je dis, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passerait si ce n'était pas l'Ukraine, mais si Poutine avait agressé la Pologne. Moi, c'était la Pologne. Et donc, en fait, les étudiants étaient assez... avaient clairement dit que, donc ça ne vient pas de moi, c'était leur analyse. Ils ont dit, ben, s'ils agressent, si la Russie agresse la Pologne, ben, on sera en guerre. C'est-à-dire, on est obligé à la fois par les articles de l'Union européenne de porter assistance à un pays membre de l'Union européenne et par l'Alliance Atlantique également, par l'article 5. Et donc, on ne pourrait pas à ce moment-là éviter la guerre. Donc, ne pas réagir, ce ne sera pas possible. Donc, heureusement, Poutine n'a pas fait cela parce que je pense que dans ce cas-là, on sera malheureusement en guerre. Ouais. Exactement. Alors, on ne parle jamais justement de la capacité militaire de l'OTAN. Est-ce que aujourd'hui, en fait, nous sommes prêts, par exemple, à une éventuelle attaque russe? Alors ça, je ne peux pas vraiment répondre parce que je ne suis pas une spécialiste militaire. La seule chose que je suis quand même, c'est en fait l'implication des Européens à l'OTAN en termes aussi de contribution du GDP, du PN, enfin de la grosse product, enfin de leur budget à l'OTAN. Et en fait, les Allemands ont été très hésitants, hein, toujours de donner ces 2% hein, qui sont exigés contribution de leur de la produit intérieur brut à la défense. Et donc, les Américains, ça fait longtemps, depuis Trump ou plus tard, mais déjà Obama avant avait critiqué ce manque d'investissement qui aboutit aussi à un manque de capacité militaire de frappe de la part des Européens. Maintenant, la crise en Ukraine, elle a tout de suite fait basculer ce comportement envers un renforcement des capacités, un réarmement hein, de la part des Européens, y compris des Allemands, et une augmentation du budget. Donc, est-ce qu'on sera prêt à affronter la Russie? Ben, je pense que oui, quand même, parce que pas tout seul, on aura besoin des Américains. Heureusement, on a les Français aussi, hein, qui ont quand même des armes nucléaires, et on a les Britanniques qui ne sont plus dans l'Union européenne, mais qui sont quand même avec nous dans l'OTAN. Et donc, je pense qu'on sera en capacité, la Russie, elle a augmenté ses capacités militaires, mais on voit très bien sur le terrain, enfin, ce que les experts militaires disent, c'est que
ce n'est pas non plus la difficulté. même puissance qu'ils avaient au moment de l'Union soviétique. Donc, en fait, je pense qu'on sera prêt, hein, mais je préfère enfin, que ça n'arrive pas, hein, quand même. C'est clair. En fait, vous savez, comme vous le savez, au Parlement européen, il y a eu des discussions justement sur une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et en cas d'admission justement de l'Ukraine à l'Europe, est-ce que Kiev en 2022 sera un nouveau Berlin divisé en deux? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand on voit justement ce qui se passe dans le terrain, ben, il y a les Tchétchènes, il y a les forces Wagner, il y a les nationalistes ukrainiens, il y a les Russes. On a vu justement hier qu'il y avait des musulmans ukrainiens en fait qui combattaient justement les forces russes également. Donc si on n'arrive pas justement à trouver une solution entre les autorités européennes, alors est-ce que par exemple, et justement les autorités russes et ukrainiennes également, est-ce que Kiev en 2022 sera divisé en deux? Alors, vous avez posé deux questions, hein. L'une porte sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et l'autre, c'est sur la division possible à la coréenne. Enfin, comme en Corée, on aura une Ukraine de l'Est et une Ukraine de l'Ouest, avec une ligne peut-être au milieu. On voit très bien dans le cas où ça a été fait historiquement, y compris dans mon pays, en Allemagne et dans la Corée, ce n'est pas du tout une solution souhaitable. Je pense qu'en Ukraine, en plus, c'est difficile parce que vous n'avez pas vraiment des… Il y a une petite division géographique, mais elle n'est pas contiguë. Donc, ça me paraît difficile de diviser le territoire, à part peut-être, et sur ça, ils discutent dans les négociations entre les Ukrainiens et les Russes, de couper de l'Ukraine le Donbass et la Crimée, la Crimée, de facto, est déjà un peu coupée. Alors là, donc, je vois… ça, je le vois réellement comme une possibilité. Ensuite, couper l'Ukraine en deux, comme en Corée, ça, je le vois moins. Et pour pour la deuxième question, qui n'est pas du tout la même, hein, sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, il y a déjà eu une réponse parce qu'il y a eu une rencontre au sommet des chefs d'État et de gouvernement qui ont examiné cette question et qui se sont prononcés contre. Et c'est surtout, ce qui était étonnant, c'était des pays comme la Croatie, qui sont les derniers à avoir intégré l'Union européenne, qui ont dit non, stop, nous, on a dû négocier pendant 10 ans et faire des efforts. On ne peut pas comme ça maintenant rapidement intégrer un pays comme l'Ukraine ou la Moldavie ou la Géorgie, qui ont aussi posé la candidature dans l'Union européenne. Ce n'est pas possible. Alors, moi, je ne sais pas sur cette question-là. Moi, je trouve que les Européens manquent un peu d'esprit d'innovation parce qu'on pourra tout à fait… il est clair qu'intégrer pleinement l'Union européenne nécessite des réformes économiques, un standard, des critères de Copenhague, des critères aussi de démocratie, d'état de droit, qui peut être difficile, mais ce qui manque à l'Union européenne, c'est un statut entre deux. Ils ont, avec des pays qui souhaitent faire partie de l'Union européenne, mais qui peuvent peut-être pas encore. La seule chose qu'eux, ils ont, c'est un statut de pays d'association, mais c'est économique. Mais eux, ils cherchent une association politique. Et là, on n'a que la politique européenne de voisinage, mais celle-là, elle ne prévoit pas ce genre d'affiliation. Donc, on devrait peut-être innover et trouver quelque chose. Au Conseil de l'Europe, ça avait été trouvé au moment déjà avant la chute du mur de Berlin, on avait prévu un statut d'invité spécial qui était prévu et dont a profité le suprême soviet en 1998 d'ailleurs, pour permettre à ces pays-là qui n'étaient pas encore prêts complètement à assister aux travaux du Conseil de l'Europe. Donc voilà. Mais après, je pense que la décision de l'Union européenne par rapport à ces pays-là est aussi une décision géopolitique parce que s'ils font cela, évidemment, la Russie va l'interpréter éventuellement comme un acte de guerre et donc c'est peut-être à éviter en ce moment. D'accord, merci beaucoup. Comment s'organisaient en fait les relations dans l'espace transfrontalier russo-ukrainien avant la guerre? Et est-ce que ces relations, par exemple, aujourd'hui, ils ont changé Manon, surtout quand on parle niveau familial, séparation à cause du conflit et tout ça? Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait, hier, j'ai dîné avec l'ancien président du comité de région et qui maintenant président de l'Association des régions frontalières d'Europe et qui venait d'une réunion au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux.
Et donc, justement, dans ces zones frontalières, il y avait des coopérations au niveau local et régional qui existaient et qui étaient pas vraiment très institutionnalisées, mais qui permettaient aux populations de coopérer malgré, parfois, en dépit des problèmes interétatiques. C'était aussi le cas avec la Biélorussie, par exemple, et la Pologne. Il paraît, alors ça c'est les informations d'hier soir, que ces coopérations ne sont actuellement plus du tout possibles. Avec ce qui se passe pendant la guerre, tout s'est interrompu malheureusement. Merci. Cette crise en fait russo-ukrainienne aura-t-elle des répercussions sur les valeurs de l'Europe? Alors, je pense que si on peut tirer peut-être ironiquement, une conclusion peut-être un peu positive de cette crise, c'est que ça a rapproché les Européens à nouveau autour de valeurs qui pourtant sont là depuis les débuts de la construction européenne. On a les valeurs démocratie, état de droit, droit de l'homme. On a aussi cette valeur fondamentale qui est vraiment à la base de l'intégration européenne, qui sauvegarde la paix. C'est la paix, en fait, c'est une valeur aussi, vivre en paix. Et ces valeurs étaient prises comme une évidence. Et ces derniers temps, avec les crises européennes, les différentes crises avant la guerre, crise de terrorisme, crise migratoire, crise économique, ces valeurs semblaient parfois ne plus être très présentes. On le voyait dans certains États membres, notamment la Pologne et la Hongrie, avec des réformes à la limite du respect de l'État de droit, où l'Union européenne a déjà utilisé l'article 8 pour remettre en cause ces réformes constitutionnelles. Et donc, on se posait la question, est-ce qu'on a encore une communauté de valeurs? Et du coup, ce qui se passe maintenant avec cette agression contre l'Ukraine fait comme une image, enfin un miroir pour montrer aux Européens, voilà ce qui se passe si vous ne respectez plus ces valeurs-là. Et donc, ça, c'est une occasion pour renforcer cette communauté de valeurs et pour aussi avoir de nouveau un peu plus de conviction pour l'intégration européenne, pour l'Europe, parce qu'on avait beaucoup d'euroscepticisme et de partis politiques anti-européens. Et cela, je pense que c'est une chance maintenant aussi pour l'Union européenne pour mettre à nouveau l'accent sur la nécessité aussi sur cette idée de l'intégration européenne basée sur la paix. Voilà. D'accord, merci beaucoup. En fait, vous savez, comme je vous ai expliqué, l'objectif de notre centre, c'est de donner la parole justement aux décideurs, hommes politiques, professeurs universitaires, étudiants, représentants des ONG et journalistes, afin de traiter des problématiques stratégiques, diplomatiques et internationales, et surtout de proposer des options solutions politiques susceptibles d'aider en quelque sorte les décideurs européens à trouver une nouvelle voie de dialogue pour maintenir la paix et la sécurité en Europe. Alors, ma question, c'est quel est votre conseil aujourd'hui pour les décideurs européens? Oui, alors dans le cadre justement de crise. Poser cette question à des historiens, c'est toujours un peu difficile parce que nous, on n'est pas des public policy, on aime bien analyser le passé et on reste toujours très prudent par rapport aux conseils pour l'avenir. Mais je pense… vous trouvez beaucoup de conseils au niveau d'histoire. Les décideurs, en tout cas, je pense que les décideurs européens sont déjà sur le bon chemin. Donc, je les encourage à continuer, c'est-à-dire ils sont en train de se mettre ensemble autour de la table. Il y a un sommet maintenant de l'UE qui est prévu, un sommet de l'OTAN qui est prévu. Donc, ils voient la nécessité de renforcer leur politique européenne de défense, ce qui est quand même sur la table depuis un certain temps. Donc, ça confirme les leçons de l'histoire que chaque fois qu'il y a un ennemi extérieur, l'intégration européenne avance. Donc, sur ça, ils sont en train je pense qu'ils prennent déjà des bonnes décisions. Aussi des bonnes décisions en termes de politique énergétique pour se rendre moins dépendant de la Russie. Ça aussi, c'est en cours. En cherchant des alternatives tout en restant compatible aussi avec la protection climatique et de l'environnement. Donc, ça confirme aussi cette politique
de l'Union européenne, qui est une politique d'environnement, protection de l'environnement, développement durable, chercher des alternatives énergétiques. Donc, tout cela me paraît quand même plutôt très positif. Après, ce que je les invite à faire, c'est regarder un peu plus loin que la crise actuelle, là, et de voir ce qu'il faut faire à l'avenir pour réguler leur voisinage. Alors, c'est le voisinage, pas seulement l'Ukraine, mais c'est d'autres pays, c'est la Biélorussie aussi, c'est le voisinage à l'Est, mais c'est aussi le voisinage, la politique de voisinage par rapport à la Méditerranée, de voir est-ce qu'il faut mettre l'accent sur leur politique macro-régionales qu'ils ont commencé à construire pour stabiliser les frontières externes. Est-ce qu'il faut proposer, comme je le disais avant, pas aux décideurs d'inventer des nouveaux statuts d'association politique pour les pays de voisinage? Et puis, je les invite aussi à revoir la politique envers la Turquie, parce que la Turquie, qui est quand même un pays voilà, qui a aussi ses problèmes pour la protection aussi des valeurs fondamentales, mais qui est toujours encore officiellement un pays candidat à l'Union européenne. Il va falloir aussi voir comment on met les relations avec la Turquie à nouveau peut-être sur un autre niveau que seulement le niveau d'un traité pour gérer les flux migratoires à ces frontières. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous Avec souhaite grand plaisir. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir aussi. Au revoir et bon Au courage. revoir.